bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux séries cultes d'hier et d'aujourd'hui. Comme on aime bien prendre le temps d'entrer dans les détails, on traite une série à la fois et on y consacre plusieurs épisodes. Après avoir exploré les arcanes de la mafia italo-américaine avec les Sopranos, on s'attaque à un tout autre univers. On y retrouve un chef, des luttes de pouvoir et des trahisons, mais la comparaison s'arrête là. Exit le monde de la pègre et bienvenue dans le monde merveilleux de l'entreprise. Ici, les grandes discussions n'ont pas lieu au resto, mais à la machine à café. On ne découpe pas des cadavres, on prépare des PowerPoints et on ne vend pas de la drogue, mais des ramettes de papier. Alors, vous avez deviné ? Et oui, dans les 4 prochains épisodes, on va parler de The Office. Pour décortiquer cette série culte comme il se doit, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Clémence. Alors, vous avez toujours rêvé de découvrir les coulisses de la vie de bureau ? Eh bien, bienvenue chez Dunder Mifflin, une entreprise spécialisée dans la vente de papier basée à Scranton, en Pennsylvanie. Chez Dunder Mifflin, le boss, c'est Michael Scott. Et Michael Scott, il est persuadé d'être un manager drôle, charismatique et excellent dans son travail, alors qu'en vrai, c'est pas exactement ça. La série, donc, dépeint la vie quotidienne de Michael et de ses employés, mais sous une forme particulière. Tout est filmé comme un documentaire, c'est ce qu'on appelle en anglais un mockumentary, un documentaire parodique. Ce concept original, il est créé par Ricky Gervais et Stephen Merchant en 1998, avant de devenir une série qui cartonne au Royaume-Uni au début des années 2000. Face à ce succès outre-Manche, Greg Daniels flaire la bonne affaire. Greg Daniels, on reparlera de lui plus en détail dans l'épisode 3 de cette collection, mais ce n'est pas un petit nouveau dans le monde de la télévision. Scénariste sur le Saturday Night Live à la fin des années 90, il travaille ensuite sur les Simpsons puis King of the Hill, les rois du Texas en français, et flairant la bonne affaire avec The Office, donc il décide de se lancer dans son adaptation pour le public américain. Le 24 mars 2005, The Office version US débarque sur NBC. La réception de la première saison est mitigée, mais après des ajustements dans le ton et avec la notoriété grandissante de Steve Carell, qui incarne Michael Scott, la série finit par trouver son public. De la saison 2 à la saison 5, on compte plus de 8 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode. Ces chiffres baissent ensuite, mais le final de la série rassemble tout de même 5,7 millions de téléspectateurs aux États-Unis. The Office tire sa révérence le 16 mai 2013, après 9 saisons et un total de 201 épisodes. Du côté des professionnels du métier, les récompenses commencent à tomber dès la 2e saison. En l'espace de 8 ans, la série est nommée 195 fois et remporte 51 distinctions à travers le monde, dont un Peabody Award, 5 Emmy Awards et un Golden Globe pour la performance de Steve Carell. Elle apparaît également dans de nombreux classements des meilleures séries télévisées. Enfin, on va en reparler très vite, mais il faut souligner le succès de The Office sur Internet. La série figure parmi les premières émissions téléchargeables sur l'iTunes Store, puis sur ce qui deviendra Amazon Prime Video. Sur Netflix, elle était encore classée comme la série la plus regardée en 2020. D'ailleurs, la maison aux N rouges continue à miser dessus puisque The Office arrivera sur le Netflix français à partir du 23 octobre de cette année. Mais alors, pourquoi un tel succès ? Comment expliquer que cette vie de bureau pas franchement palpitante plaise tant au public ? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour se mettre dans l'ambiance, on va écouter ceci. Ça, vous l'avez reconnu, c'est bien sûr le générique de The Office, une chanson composée par Jay Ferguson. Jay Ferguson, on le connaît pour ses nombreuses musiques de films et de séries, notamment celle de Freddy 5. Et le titre, donc composé par Ferguson, est interprété ici par The Scrantons, un groupe dont le guitariste était ami avec Greg Daniels. Donc ça, c'est le générique de la série sur les 9 saisons. Julien, Stéphane, ça vous évoque quoi ?
principalement un truc feel good en fait. Hein, c'est ça le truc de The Office, je crois. Hein, c'est que on y reviendra, mais c'est vrai que ça a évolué en fait au fil des saisons. Mais la chose en fait qui domine en fait sur The Office, je crois, hein, c'est ce côté de retrouver quand même malgré tout une espèce de bande presque de copains en fait. Et tu peux faire tes choix en fait, c'est-à-dire que à mesure que la série va commencer à se développer, à s'étoffer, il va y avoir de plus en plus de personnages secondaires. Et je pense que c'est aussi une des clés, à mon avis, de la réussite de la série, c'est que tu vas retrouver facilement des points d'accroche, tu vas te sentir un peu plus proche de tel ou tel personnage, et puis aussi potentiellement être ulcéré par tel ou tel personnage, mais ce sera jamais rédhibitoire parce qu'ils vont jamais occuper une place prépondérante. Donc voilà, moi je pense que c'est ce qui prédomine en fait. Et on va en reparler aussi, je pense, très, très rapidement, mais je crois que c'était à la fin. Je me demande même si ce n'est pas la toute dernière réplique qui est énoncée par le personnage de Pam, en fait, qui est il y a de la joie ou du bonheur, en fait, dans même les petites choses, en fait, du quotidien. Et le The Office américain tend vers ça, en fait. C'est ce qui va, d'ailleurs, créer le point de tension avec le Office anglais, qui est évidemment complètement à contrario de ça, quoi. Et alors pour revenir sur le générique, ça effectivement on va le développer dans cet épisode, mais pour revenir sur le générique, il y a d'autres titres qui ont été envisagés. Mr. Blue Sky a été pas mal proposé par les membres du cast qui ont été consultés pour le choix du générique, et puis finalement c'était déjà utilisé dans une autre série, donc Greg Daniels s'est orienté vers ce titre-là. Et dans ce générique, on a aussi une introduction de l'univers dans lequel la série se déroule, puisque on voit les bâtiments. On voit des bâtiments, on voit la ville de Scranton, la vraie ville de Scranton, qui a été filmée par un des acteurs de la série, John Krasinski, et filmé de manière. On a déjà ce côté très. Très authentique, c'est pas des images léchées, c'est pris avec son téléphone, c'est pas de bonne qualité. C'est même un documentaire amateur sur le générique, c'est ce que je cherchais, quoi. Mais en fait, il y a 3 plans, en vrai. Quand tu regardes, c'est assez marrant parce que pour faire un comparatif avec le générique, justement, de la version anglaise, il y a la même idée, en fait, que c'est censé se passer dans une petite banlieue d'une grande ville, donc dans un endroit un peu, prolo, quoi, en fait, parce que c'est vraiment l'idée recherchée. Sauf que moi, ce qui me faisait ce qui je trouve un peu plus cohérent, on va dire, dans la version UK, c'est le côté musique d'ascenseur, en fait, du générique, avec littéralement aucun personnage. Là, en fait, dans cette série-là, effectivement, il y a l'idée qu'on va déjà te présenter les personnages et plus ou moins te faire comprendre, en fait, les relations entre eux dans un générique d'1 minute 30, quoi. Donc oui, le côté feel good, il est clairement là. Moi, j'avoue que j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a de la cornemuse ou ce genre de truc, en fait, vu que c'est pas trop la thématique, quoi. Mais t'as entendu de la cornemuse dedans? J'ai l'impression, en fait, que c'est presque un truc de, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Mais ouais, c'est un générique. En fait, j'ai l'impression que c'est presque interchangeable. Alors effectivement, c'est feel good, et puis ça a duré 201 épisodes, donc forcément, au bout d'un moment, tu t'en rappelles. Mais ça aurait pu être presque n'importe quoi d'autre. C'est très, très... Ouais, bon, ok. Mais bon, on rentre dans la série avec ça, quoi. Donc, c'est pas trop un souci. Et effectivement, l'idée, en fait, que ça ressemble à un documentaire, mais ça, on va en parler forcément, hein, c'est que, de toute façon, c'est ce qui est censé être The Office. C'est-à-dire, déjà, dans la version de Gervais, un documentaire, en fait, sur, une entreprise. C'est un peu plus cohérent chez Gervais, même si on voit pas l'équipe, en fait, parce que, en gros, c'est sur 2 saisons de 8 épisodes chacune, plus un Christmas special. Là, c'est un documentaire qui dure presque 10 ans, donc t'as envie de dire, ouais, bon, c'est pas hyper... Mais c'est un style visuel, et ça, je pense qu'on va y revenir dessus, qui était volontaire et qui... Sur un langage très, très particulier, voilà, qui fonctionne extrêmement bien avec la comédie, quoi, surtout. C'est marrant parce que le faux documentaire fonctionne bien sur 2 genres, en fait. Il fonctionne bien sur l'horreur et sur la comédie. Et c'est 2 genres que j'ai toujours considéré très voisins. C'est-à-dire que c'est des genres qui sont censés te provoquer, en fait, des sensations extrêmement viscérales. Que ce soit un cri ou de la peur ou alors un rire, c'est des choses que tu n'intellectualises pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que tu les prends comme ça, quoi. Et je pense que pour des raisons très diverses et variées, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, je ne veux pas brûler les étapes, Clémence, mais en tout cas, c'est vrai que le faux documentaire est important. Il y a un truc aussi, peut-être dont on n'a pas beaucoup parlé aussi sur ce générique, même s'il est très court, c'est Scranton.
qui est donc située sur la côte est en fait des États-Unis, qui est à peu près à 200-250 km, c'est ça, de Manhattan, enfin de New York, et qui est censé être pour reprendre des terminologies françaises, vraiment la province américaine un peu tristoun, quoi. Voilà. C'est à 190 km au nord-ouest de New York. J'étais pas si loin Exactement. que ça. Et qui est quelque chose qui est très assumé, très travaillé, je trouve, moi, sur la première saison, mais c'est pareil, c'est aussi une chose qui, à mon avis, ils vont abandonner, et c'est par hasard non plus, ils l'abandonnent en fait au fur et à mesure. C'est-à-dire que il y a une lumière en fait très particulière, un temps aussi qui est très particulier. Et évidemment, la série n'est pas tournée là-bas, à part pour ces quelques images tournées par Krasinski. Elle est tournée en Californie. Et en fait, l'imagerie, la lumière californienne, la luminosité en fait californienne revient en fait, reprend ses droits en fait à mesure que la série va réapparaître. Et ça aussi, ça va marquer une rupture mais radicale avec la série originelle anglaise, évidemment. Oui, mais c'est vrai que la série est tournée donc à Los Angeles. Mais il y a des témoignages qui expliquent que, en tout cas au début, dans les premières saisons, dès qu'il faisait beau, dès qu'il faisait pas beau, dès qu'il pleuvait, ils se précipitaient dehors pour en profiter et capter cette météo plus sombre, plus pesante, qui correspond plus à la côte est. Et alors, il y a quelque chose d'amusant, c'est que effectivement, donc c'est pas tourné à Scranton, mais il y a des liens très très forts entre l'équipe de tournage et cette ville, donc qui existe vraiment. Donc on l'a dit, une petite ville moyenne des États-Unis, où est né Joe Biden d'ailleurs au passage, le président américain, et le père, je crois, d'Hillary Clinton. Et qui était connue d'abord pour son passé industriel. C'est une ville minière, c'est une ville avec la production de fer sur place, et puis donc qui est un peu tombée en désuétude. Et The Office lui a redonné un petit peu, pas ses lettres de noblesse, mais a renouvelé l'attrait du public pour cette ville. Et dans la série, il y a le journal de la ville qui s'appelle le Scranton Times-Tribune. Et ce journal-là, ce vrai journal, envoyait des fausses pages de couverture au LA Times pour qu'ils les impriment pour que ça figure dans la série. C'est marrant. Voilà, donc encore pousser plus loin ce journalisme factice. Après, il se faisait envoyer beaucoup d'éléments de Scranton, justement, parce que je crois qu'ils avaient un membre en fait, de l'équipe qui avait des connexions là-bas, et en fait, il se faisait envoyer beaucoup de trucs pour essayer de faire en sorte que le bureau en fait soit vivant à travers en fait ce genre de trucs, quoi. Et notamment, je crois, il y a aussi parce que le bureau, bon, on va en parler peut-être plus tard, mais le The Office en question est composé de deux. En fait, il y a les bureaux en haut, mais il y a aussi en fait l'entrepôt en bas. Et toute l'idée, c'était de rendre ça le plus crédible possible, quoi. Donc en fait, il continuait à se faire envoyer pendant toutes les saisons de plus en plus en fait d'éléments qu'ils utilisaient, mais ça restait de l'ordre du détail, hein, évidemment, à chaque fois, quoi. Ouais, mais justement, c'est ce souci du détail qui rend le documentaire crédible. Alors justement, puisqu'on a commencé à en parler, autant qu'on continue là-dessus, les spécificités du documentaire qu'on retrouve sur cette série, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, moi je pense qu'il faut resituer en fait l'histoire parce que c'est important en fait, le faux documentaire dans la comédie, c'était pas une première en fait, The Office, c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que tu avais déjà un des titres souvent cités par tous ces gens, c'est Spinal Tap de Rob Reiner, qui est vraiment une espèce de documentaire, un documentaire, mais considéré un peu comme un classique. Et puis ensuite tu as eu Borat, tu as eu Bruno, enfin tous les trucs, et ça c'était en même temps, ce qu'ils faisaient déjà sur HBO et ce qu'ils faisaient en même temps. Puis après tu as eu des choses comme What We Do in the Shadows de Taika Waititi, que je vous encourage énormément à voir. Pourquoi je pense que c'est important de rappeler l'existence de tous ces titres, c'est parce que, comme je disais tout à l'heure, le faux documentaire me semble vraiment assez idéalement conçu en fait pour la comédie. C'est-à-dire que déjà en fait c'est parce que ça rassemble plein de typologies en fait de comédies différentes. C'est-à-dire que tu as plein de choses en fait là-dedans. Évidemment, tu as le tournage, on va dire, de fiction classique, on va dire. Ça c'est voilà, tu as une scène qui se déroule avec un chant, contre-chant, etc. Donc ça, tu as déjà, on va dire, la comédie, on va dire, un peu plus classique. Ensuite, tu as les choses qui sont un peu prises sur le vif. Qui pourraient être plus de l'ordre du slapstick, c'est-à-dire du gag purement visuel, de je glisse sur une peau de banane et je tombe, qui viennent plus du cinéma muet en fait. Et on voit très bien que dans le faux documentaire, en fait, tu as cet élément-là. Et il travaille aussi là-dessus sur The Office. C'est pour être très très vulgaire, machin. C'est vidéo gag, hein, tu vois, basiquement en fait. Tu as ce truc-là. Et t'as un autre
un truc qui me semble vraiment intéressant et sur lequel il travaille énormément sur The Office, qui est le regard caméra qui est permis en fait, et qui te donne beaucoup d'informations en fait sur l'événement qui est en train de se dérouler, qui peut aussi te permettre de rebondir, et alors là c'est aussi appuyé avec les interviews posées, ce qu'on appelle les talking heads, les têtes qui parlent, qui est une typologie aussi de documentaire, hein, et chaque épisode de The Office est émaillé de talking heads. C'est un peu le côté confessionnal. Voilà, confessionnal, et qui, moi, me semble plus relever des one-man shows, en fait. C'est-à-dire que de la personne qui est sur une scène et qui s'adresse directement, finalement, au public pour exprimer une expérience, le faire rire, faire revivre un truc comme ça. Alors, je grossis évidemment un peu le trait à chaque fois, mais si tu veux, ça montre bien, à mon sens, à quel point, en fait, le faux documentaire a une rangée comme ça d'expressions dans la comédie qui sont absolument passionnantes et qui ont été extrêmement en plus assumées en fait. C'est ça le truc qui était intéressant à mon avis dans The Office, en tout cas sur les premiers épisodes, c'est que Craig Daniels, il a travaillé ça vraiment au corps. C'est-à-dire que il faut savoir que les acteurs, par exemple, ils arrivaient sur le plateau le matin et ils avaient 1 heure de travail. Ils bossaient pendant 1 heure. Ils faisaient mine en fait de travailler au bureau. Ils jouaient pas de scène, rien du tout. Ils étaient dans leur personnage. Alors déjà, ça leur permettait, comme avant une entrée en scène, de rentrer, de se glisser dans la peau de leur personnage. À l'équipe caméra, ça leur permettait de choper ce qu'on appelle du B-roll, c'est-à-dire des images comme ça un petit peu casual, j'allais dire. J'arrive pas à trouver de mot français, je suis navré. Prise sur le vif. Prise sur le vif, voilà, c'est ça, de personnes en train de travailler, ce qui est extrêmement utilisé en fait dans l'épisode fait en ensuite. Reportage. Voilà. Et donc, en fait, ça permettait à tout le monde de se mettre dans un état d'esprit, on va dire, réaliste, et tout à coup, la fiction arrivait. Et ça fonctionnait d'autant mieux que, parce que c'est ça aussi, The Office, c'est dans un ancrage extrêmement réaliste. Ouais. D'ailleurs, il faut le mentionner, c'est pas tourné en studio, c'est tourné dans des vrais bâtiments, dans des vrais bureaux, sans public, sans réenregistrer. Et ça aussi, ça contribue beaucoup. Sans parois amovibles, au début en tout cas. Après, ils ont cédé là-dessus, mais initialement, il n'y avait pas de parois amovibles. C'est-à-dire que quand tu tournes sur un décor, tu as ce qu'on appelle les feuilles de décor. C'est des murs que tu peux escamoter en fait, en fonction de ton angle de prise de vue, de la lumière et tout. Et là, au début, ils avaient poussé le souci en fait du faux documentaire jusque-là. Sauf que, alors, il y a aussi un truc à préciser qui est au-delà du faux documentaire, c'est qu'on est au début des années 2000. Et en gros, en fait, il y a une révolution télévisuelle, on va dire, on en pense qu'on veut, hein, mais c'est la télé-réalité. Ce qui fait que d'un seul coup, ce visuel-là, en fait, rentre totalement en fait, dans les mœurs. Au début des années 2000, il y a Survivor, le Koh-Lanta américain, il y a tous ces trucs-là, etc., etc. Et en fait, il y a déjà en fait, ces confessionnals-là. Il y a le Loft aussi. Voilà, nous on a découvert ça avec le Loft et tout ça, etc., etc. Et dans le Loft, il y a ces moments en fait de confession en fait où les gens parlent. Ah, lui, il m'a dit ça, il a fait ça. Allô quoi, enfin je sais pas quoi. Enfin ce genre de conneries quoi. Et du coup, il y a l'idée en fait de jouer un peu pas de parodier ça, mais en fait de se dire oui nous on peut le faire mais en scripté, c'est-à-dire en écrit. Ce qui fait que pour les spectateurs c'était beaucoup plus simple. Et alors YouTube va arriver quelques années après, et donc là d'un seul coup, en fait les spectateurs lambda en fait sont maintenant habitués à voir des choses qui sont filmées, prises sur le vif, etc., etc. Ils connaissent ces codes-là. Ils connaissent ces codes-là exactement. Mais par contre, en fait, c'est extrêmement travaillé, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, il y a de l'improvisation. Ça, c'est sûr. En fait, quelqu'un comme Steve Carell, c'est quelqu'un qui improvise. Mais par contre, en fait, c'est très écrit aussi. Et Mais pas tant que ça, apparemment. Il n'y a pas tant d'impro que ça, c'est vrai. Hein. Oui. Et ce qui est très, en fait, pensé, c'est-à-dire c'est la structure même du bureau. C'est-à-dire qu'en gros, suivant ce qu'eux, ils avaient besoin comme, relationnel dans les personnages, parce que c'est vraiment une comédie sur les personnages. C'est ce que dit le générique d'ouverture quand il te les montre. Et d'ailleurs, en fait, le plan de Pam, c'est un des plans pris sur le vif quand ils étaient en train de travailler. C'est pas du tout en fait en train de faire semblant de travailler. Donc en fait, il y a toute cette idée-là. En fait, c'est que par exemple, Pam, elle surplombe tout le monde. Ce n'est pas une standardiste en fait classique comme tu vois dans un vrai bureau où tu arrives, elle ferme en fait la porte d'entrée à tout le monde pour d'abord faire entrer les gens qui arrivent. Voilà, là c'est vraiment elle surplombe tout. En fait, le bureau, elle a vu sur tout le monde, donc sur Jim, puisque c'est leur histoire d'amour qui est racontée là-dedans. Et ça, c'est très, très important, en fait, leur histoire d'amour dans la série, parce que c'était le cœur déjà de la série de Ricky Gervais. Jim, de son côté, lui, en fait, parce qu'il a un antagonisme, en fait, larvé avec Dwight,
ils sont face à face, mais pas tout à fait. Si tu veux, ils sont vraiment sur le côté, quoi. Et tout ça, ça a été vraiment réfléchi en fait sous cet angle-là pour, comment dire, L'agencement raconte des voilà, choses. c'est ça. L'agencement raconte comment en fait les relationnels des personnages, quoi. Ouais. Jusqu'à, et je veux juste rajouter un petit truc aussi sur ce que Stéphane il dit, c'est que, par exemple, on parlait des Talking Heads tout à l'heure, vous noterez que tous les comédiens, enfin tous les personnages, quand ils sont interviewés en Talking Heads, en arrière-plan, dans la fenêtre derrière eux, il y a le bureau. Sauf un, qui est Jim. Jim, lui, en arrière-plan, en fait, il y a l'extérieur. Parce que c'est le seul, en fait, qui a cette espèce de volonté, justement, de casser ce train-train, de sortir, en fait, de tout ça. Et dans les saisons suivantes, il sera suivi par Pam, en fait. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est en fait, voilà. Et ce qu'il faut peut-être préciser aussi, c'est que, bon, on a parlé de faux documentaires, on a parlé de télé-réalité, mais c'est un sitcom. C'est une sitcom, en fait, The Office. Et à cette époque-là, tu l'as dit, en fait, notamment, il n'y avait pas de réenregistré. En fait, il y avait quand même beaucoup de réenregistrés et c'était un truc très old school, en fait. Le sitcom ronronnait vraiment, en fait, à ce moment-là. Hein. Il y avait eu la révolution Seinfeld, sur laquelle on a fait plusieurs épisodes, qui au début des années 90 a vraiment repensé le truc. Il y a eu Friends, qui a été un énorme carton. Et du coup, en fait, et Friends, c'est considéré comme une vraie réussite dans le sitcom, mais c'est aussi quelque part une espèce de malédiction parce que c'était une manière de montrer qu'on peut filmer des gens qui sont beaux, qui sont etc. Là, le principe de The Office, c'est de ne pas montrer des gens qui sont forcément beaux ou voilà, c'est vraiment montrer des gens qui sont qui ressemblent à tes collègues de travail, etc. Et du coup, toute cette idée-là, en fait, c'était que ça a été très difficile de vendre la série déjà aux États-Unis. En Angleterre, c'est un truc qui a été fait. Ils l'ont un peu fait rentrer au chausse-pied, quoi. On en parlera dans l'épisode consacré, mais une fois qu'il a fallu transposer ça aux États-Unis, bah, d'un seul coup, avoir des gens qui sont pas forcément aussi beaux que Courtney Cox ou Jennifer Aniston, bah voilà, c'était un peu plus difficile à vendre aux chaînes. Et il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de casting, en fait, pour savoir en fait comment trouver des gens. Et il y a une partie des acteurs qui sont pas des acteurs en fait dans The Office vraiment. Il y a tout un truc comme ça. Donc il y a tout ce jeu en fait pour rendre finalement la série très proche en fait du spectateur, c'est-à-dire très palpable, qui est très travaillé en fait. C'est pas du tout, c'est vraiment très pensé, très travaillé, très réfléchi. Et voilà, et après il a fallu trouver la tonalité aussi parce que mine de rien, au bout d'un moment, c'était un des trucs en fait sur lesquels ils se sont posés beaucoup de questions, quoi. Oui, mais effectivement, alors c'est bien, tu me déroules le tapis rouge pour la deuxième partie qui portait justement sur cette série, une série sans super-héros, sans protagonistes qui sont beaux, ça se passe dans des décors qui sont ternes, ce qui leur arrive, c'est des histoires ordinaires, c'est des choses normales que finalement, normales. Non, mais c'est là où je pense que ça switch, en fait. Mais vas-y, continue, Clémence. C'est une mise en scène d'une forme de normalité qui va favoriser l'identification des spectateurs parce qu'on peut se retrouver dedans. Alors que quand on regarde, je ne sais pas quoi comparer comme autre série de la même époque, mais comme tu disais, Friends, c'est beaucoup plus compliqué. L'idée géniale, en fait, de The Office chez Ricky Gervais, en fait, c'est déjà de se dire, en fait, je vais faire une série sur ton boss. Sauf que, en fait, le boss dans n'importe quelle dramaturgie, on va dire, si tu veux, c'est quelqu'un qui te donne des ordres, soit c'est quelqu'un qui t'empêche de faire ce que tu veux faire. Tu vois, quand c'est par exemple le chef policier, enfin ce genre de choses, etc., qui te gueule dessus comme dans les Starsky Hutch, j'en sais un peu importe, tu vois. C'est toujours une espèce de fonction. C'est jamais le héros. Là, c'est le héros. Et en fait, c'est le personnage principal. Et c'est un type qui dans la version de Ricky Gervais, qui en fait veut être ton meilleur pote, alors qu'en fait il peut pas être ton meilleur pote parce qu'il y a déjà un rapport hiérarchique. Et ça, c'est un truc que tu reconnais totalement en fait dans ton quotidien en fait quand tu vas travailler, quoi. Donc c'est une idée assez brillante sur laquelle les gens peuvent totalement en fait se projeter, quoi. Comprendre, ah ouais putain, c'est mon patron, il est comme ça. Bah, j'ai lu une analyse, je vais la citer parce que je trouve qu'elle était vraiment intéressante et bien écrite, qui disait que cette série a renversé le paradigme de la télévision comme distraction de la vie réelle en situant l'action dans le type de lieu que, justement, on souhaite fuir d'habitude. Oui, mais parce que, en fait, je pense que, et ça, on en reparlera quand on reparlera des personnages, mais je pense qu'une des forces de Michael Scott, c'est que, déjà, d'une part, oui, t'as envie de rigoler de lui parce qu'il est ridicule et des fois, il te fout hyper mal à l'aise et c'est un gaffeur pas tenté et tout, mais il a la faculté d'introduire tout à coup de la fiction, de la fantaisie, en fait, dans le quotidien.
Et ça, c'est un truc qui finalement, il y a plusieurs choses en fait, mais ça fait partie des choses où tu es prêt à tout lui pardonner et tu as de l'affection en fait pour lui. Et puis il y a un autre truc, moi je pense dans The Office, qui était déjà là en fait chez Ricky Gervais, qui est que en fait c'est aussi une série qui a fonctionné parce que oui, elle parle du quotidien, en tout cas du tertiaire, et on sait que le tertiaire, bon ben voilà. Mais je pense que c'est aussi une série qui fonctionne d'un point de vue micro et macro. C'est-à-dire que en dehors en fait de ce côté sur la vie de bureau, finalement c'est quoi en fait The Office ? C'est aussi la reconstitution d'une famille. C'est-à-dire que le truc auquel tout le monde compare quand tu entends la distribution en fait parler du personnage de Michael Scott, ou les scénaristes surtout parler du personnage de Michael Scott, il a été écrit comme ce papa embarrassant qui vient te voir dans la chambre d'ado alors que tu es avec tes copains ou tes copines et qui essaye de te faire des blagues en fait un peu branchées alors que non, il a 46 ans, tu vois, et que toi t'en as 16 et que de toute façon il ne peut pas être en adéquation avec ce que tu vis et ce que tu aimes en ce moment. Ça, c'est la première chose. Et moi, je trouve qu'il y a un deuxième truc en fait qui était là en fait en germe chez Gervais, mais qu'ils ont beaucoup appuyé dans la série, qui est un truc sur la société en général. C'est-à-dire que t'as pour être très grossier dans ma démonstration, tu as les 1% qui est le siège, qui est cité à New York. Tu as effectivement cette classe moyenne avec le côté plus qui est Michael Scott, et puis en fait qui dégringole dans les classes moyennes en fait avec suivant les postes à l'intérieur du bureau. Et tu as ce rapport hyper intéressant avec les manutentionnaires qui sont au sous-sol, qui sont souvent abordés avec une certaine condescendance avec les gens qui sont là et qui sont toujours beaucoup plus malins et qui sont regardés donc avec condescendance, mais sans qui tu ne peux rien faire. Et je pense qu'il y a un truc là-dedans. Je vais pas trop me lancer en fait là-dedans, mais je pense qu'il y a un truc qui résonne en fait sur la totalité en fait de la société. Quand je disais tout à l'heure que cette série aussi au fil des saisons s'est étoffée de personnages, c'est aussi ça en fait. C'est aussi une faculté de, même si tu n'as pas de vie de bureau, en fait, je pense que tu as toujours un élément là-dedans où tu vas te raccrocher. Ouais, et d'autant plus qu'au-delà du côté humoristique de la série, c'est une série qui traite de thèmes beaucoup plus sérieux. Alors, toujours à travers le prisme de l'humour, mais c'est une série dans laquelle on parle de sexisme, de harcèlement, de racisme, d'inégalité salariale, de conditions de travail, de la crise. C'est des vrais sujets aussi dans lesquels le public peut se retrouver. Très sociétal, pour le coup, dans la version américaine, alors que la version de Ricky Gervais, à mon avis, dépassait un peu ça. Mais effectivement, oui, tout à fait. Et avec en plus une façon de l'aborder qui je trouve super intelligente. Moi, j'adore, par exemple, tout l'épisode en fait sur le péril gay, qui s'appelle le péril gay en fait, et qui est une des impros les plus connues en fait de Steve Carell, où il se met à embrasser. Il se force à embrasser. J'ai oublié son nom, mais bon, voilà. Oscar, voilà, c'est ça. Pour prouver qu'il n'est pas homophobe. Et il est génial, en fait, Steve Carell. En plus, moi, je trouve, Steve Carell, un des trucs que j'adore, c'est la façon qu'il a de gérer sa bouche. Il a un truc. En fait, il a un profil génial, avec un nez un peu pointu, puis avec une bouche comme ça, un peu arrondie. Il a un truc incroyable. Et il a une façon, du coup, de jouer avec sa bouche qui est merveilleuse. Et qui est génial en fait là-dessus. Et c'est génial parce que comme toute cette problématique en fait d'accepter les personnages homosexuels, etc. et traité à travers Michael, du coup je trouve que c'est beaucoup plus fin que si tu l'abordes frontalement. Et c'est souvent ça aussi la force de The Office, c'est que ils prennent le truc de biais en fait. Et du coup, ils arrivent à te donner de la perspective en fait sur un débat qui, quand tu l'abordes frontalement, est souvent pas, moi je trouve, très intéressant quoi. Alors, il y a un dernier aspect de la série que je voudrais qu'on aborde et qui a aussi contribué à son succès, c'est le fait que c'est une série qui a cartonné en ligne, sur Internet. Parce que le style est adapté à un visionnage en ligne. Elle va pas vraiment souffrir d'un visionnage sur petit écran, contrairement à des séries à gros budget avec plein d'effets spéciaux. Là, bon, si on regarde ça sur sa tablette ou à l'époque sur son iPod, quand c'est sorti, c'était pas vraiment gênant finalement. Le format court s'y prête aussi. T'as donné cette date en fait de diffusion, parce que ça a mis du temps en fait à se faire, The Office. Il y a eu déjà le pilote, il s'est fait en 2003, je crois, un truc comme ça. Et puis ensuite ils 6 mois avant qu'il tourne. Voilà, 6 mois avant qu'il tourne finalement pour une diffusion de la première saison en mars 2005. Et ça coïncide en fait avec l'arrivée de YouTube. Ça coïncide avec l'arrivée en fait d'utiliser Internet en fait comme comment dire aussi un média en fait, c'est-à-dire et de pouvoir en fait diffuser les choses. Ce qui fait que oui, effectivement, ça a profité au succès de The Office.
Et en fait, c'est devenu aussi une espèce de machine à mème, en fait. Bon, il y a le fameux nom, en fait, que tout le monde peut utiliser. Qui est dans notre générique. Ah ouais, voilà, c'est ça, tu vois, qui est vraiment, en fait, que tout le monde utilise pour quand il y a un truc qui va pas, quoi, tu vois. Mais c'est Michael Scott vis-à-vis qui est persuadé à ce moment-là dans la série que Michael Scott détecte une personne en fait dans tout le bureau, c'est Toby en fait le RH en fait. Toby qui a une tête de droupie pas possible en fait, qui est une pure création de la version américaine. Voilà, et qui est en fait un des scénaristes en fait de la série. Et en fait il est persuadé que Toby est parti, qu'il a réussi à le faire partir, et finalement Toby reste. Et quand il s'en rend compte, bah là, d'un seul coup, il lâche un nom absolument. Et ça, je pense que c'est de l'impro aussi, hein, le truc, quoi. Et voilà, bon, c'est resté, quoi. Mais oui, après, il y a ça. Il y a, bah, évidemment, en termes, quand tu vas sur n'importe quel réseau social, l'utilisation des GIFs sur, tu vois, Dwight, ou aussi, comment il s'appelle, Jim qui regarde la caméra, genre un peu gêné, ou ce genre de choses. Enfin, voilà, c'est des trucs, en fait, qui sont surutilisés maintenant parce que tout le monde sait ce que ça veut dire et tout le monde sait d'où ça vient, quoi. Et puis, ça a émergé, en fait, en même temps que l'avènement des réseaux sociaux. Donc, le timing était vraiment parfait pour ça. Oui, mais je pense que ça, c'était vraiment... C'est la conjoncture, on va dire. C'est pas du tout, en fait, volontaire. Voilà. Même si je pense qu'eux ont beaucoup réfléchi, encore une fois, sur la façon... Et d'ailleurs, ils l'utilisent beaucoup plus. C'est-à-dire, encore une fois, il y a des personnages, en fait, preneurs de son qui apparaissent à un moment donné dans la série. Il y en a un qui tombe amoureux de Pam, en fait. Et donc, en fait, c'est pas forcément une très bonne idée, d'ailleurs. C'est pas forcément une très bonne idée, mais à un moment donné, en fait, ils étaient obligés, parce que tu sens qu'il y a 3-4 saisons où ils traitent plus vraiment l'idée que c'est un faux documentaire, et à un moment, ils se disent, bon, ben, il y a quelqu'un qui finit par dire, mais on va finir par le voir, ce documentaire, ou vous allez le terminer un jour, et là, d'un seul coup, les spectateurs font, ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il y a pas mal de séries qui ont repris ce format-là, derrière, où, en fait, l'idée que ça soit filmé de cette manière-là, c'est même plus forcément, en fait, c'est intradigétique. C'est-à-dire, là, dans The Office, c'est intradigétique, mais dans les autres séries, ça ne l'est plus, en fait. C'est juste le style. Intradigétique, juste pour donner un petit point vocabulaire, ça veut dire que ça fait partie de l'histoire. Ça fait partie de la narration. Mais par exemple, dans Brooklyn Nine-Nine, t'as ce filmage un peu à l'arrache, comme ça, voilà. Un peu comme Cops. Sauf que c'est pas du tout un documentaire, exactement. En fait. Ils sont pas en train de filmer un documentaire, dans Parks and Recreation non plus. Donc, du coup, ça, c'est des séries qui sont inspirées de ce style-là. Parce que finalement ce style est rentré dans le langage courant pour le grand public, on va dire. C'est ça l'idée, quoi. Et donc voilà, tout ça, ça se rejoint. Et effectivement, il y a ça. Puis maintenant, c'est une série hyper regardée, comme tu l'as dit en début d'émission. Donc, elle était encore numéro 1 sur Netflix l'année dernière aux États-Unis. Voilà, c'est ça. Elle supplante, en fait, je pense aujourd'hui Friends ou ce genre de choses dans ce genre de visionnage-là, quoi. C'est devenu un classique, en fait, quoi. Et mais ce qui est marrant, c'est qu'on en reparlera peut-être dans un autre épisode, mais c'était pas du tout. Enfin, je veux dire, même pendant la diffusion, t'as annoncé les chiffres tout à l'heure et les prix et tout. Et pour NBC, c'était une affaire. Ça fonctionnait bien, mais pas plus que ça. Et en fait, le succès, moi, en tout cas, j'ai l'impression, est allé vraiment grandissant depuis que la série s'est terminée. Moi, je me souviens très, très bien que quelqu'un que je connais, en fait, travaillait à Universal, en fait, quand ils ont sorti les DVD, en fait, juste après la fin de la série, juste après la fin de l'arrêt de la série, c'était pas du tout un événement, alors que là, aujourd'hui, c'est par exemple l'objet de vraies batailles entre Netflix, Amazon et tout, pour récupérer les droits et pouvoir la diffuser, quoi. J'ai précisément un chiffre là-dessus, puisque, alors ça, c'est des personnes de NBC qui le disent, entre les visionnages en ligne et ceux qui utilisent des enregistreurs vidéo, 25 à 50% des téléspectateurs de la série l'ont regardé après la diffusion originale. 50%, c'est énorme. QF2, ouais, bien sûr. Ouais, puis en plus, je pense que c'est aussi dû au fait que la série, elle a eu des vrais problèmes, on va dire, de qualité, de trucs comme ça, des fois, parce que, par exemple, les 2 dernières saisons, elles sont discutables, en fait, en termes de voilà. Mais une fois que la série est terminée, une fois qu'on sait comment ça se passe, en fait, il y a ce qui reste, si tu veux. Et ce que ça, mine de rien, ce que ça a créé, la mini-onde de choc que ça a pu balancer à la télévision à l'époque. Il y avait d'autres séries qui étaient parce que le truc des sitcoms, c'est encore une fois, il faut le préciser, c'est multicaméra, c'est un set, c'est plus ou moins de fait en même temps, alors que là, c'était une seule caméra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand on dit ça veut dire que c'est monté, que c'est travaillé, que c'est pensé sur ce rythme-là, etc., etc. Et tout le côté même cringe, en fait, qu'ils essayaient d'avoir, et c'est ce qu'ils disaient, en fait, leur problématique, en fait, du cringe, c'est que quand ils essayaient d'avoir tous ces moments comment dire, comme dans la série anglaise, en fait, de malaise. De malaise, en fait,
La série anglaise pouvait se permettre de passer 30 minutes, en fait. Par épisode, là, non, ils avaient 20 minutes. Donc, en fait, à chaque fois qu'ils tournaient comme ça, ils avaient le double, en fait, du temps. Et du coup, ils étaient obligés de resserrer à mort, en fait. Tout ça, c'est un travail, en fait, qui se fait vraiment, en fait, au montage et il y a un équilibre à trouver, en fait. Ouais, effectivement, l'équipe arrivait le matin, ils avaient 70 pages de scénario, plus de pages que ce qu'il y avait de temps prévu pour un épisode. Et beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de plot, même, en fait, à proprement parler, quoi. Mais c'est aussi ce qui a permis, moi je pense qu'aussi, on parlait de YouTube par exemple, les Peacock qui a diffusé la série pendant un moment, en fait, ils ont fait un gros travail en fait sur The Office. Ils ont fait beaucoup de remontages de best-of, ou alors de scènes coupées, ou alors de bêtisiers, etc. qui sont, et quand tu vois les chiffres sur YouTube, c'est énorme. Et je pense que ça fait partie aussi des choses qui ont beaucoup joué pour la notoriété en fait de la série, parce que ça se prête à ça aussi énormément en fait, The Office. Donc, si on fait le bilan, une série qui cartonne encore aujourd'hui, à laquelle le public peut s'identifier et qui reprend ses codes du documentaire et qui le fait vraiment de façon très, très poussée, très précise, avec des personnages qui parlent au public et auxquels, à nouveau, on peut s'identifier. Alors, ça tombe bien. De quoi est-ce qu'on parle dans le prochain épisode ? Des personnages, non ? Eh oui, bien joué. La semaine prochaine, on s'intéressera aux personnages qui peuplent les bureaux de Dunder Mifflin et vous allez voir, on aura de quoi s'occuper. Julien, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le premier épisode de cette nouvelle collection. Merci Clémence. Merci Clémence. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.bnp Paribas et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à The Office. Bonne semaine et à très vite.